Alors, nous avons la chance en fait d'avoir sur cette table ronde en fait quatre personnes qui ont une grande expérience de la construction hors site et qui vont pouvoir identifier à la fois les atouts, les faiblesses peut-être pour passer à grande échelle et essayer de comprendre vraiment comment fonctionne leur site et est-ce qu'on parle en vrai vraiment du hors site de la même manière qu'il y a plusieurs années, puisqu'en fait c'est une innovation qui n'est pas si nouvelle que ça, d'après ce que j'ai cru comprendre lors de notre préparation de la table ronde. Donc, Monsieur Rosenberg, je me tourne d'abord vers vous. GA Smart Building fait partie des pionniers de la construction hors site. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre expérience et puis également de l'évolution depuis que vous aviez eu l'idée avec GA Smart Building de vous lancer sur cette construction hors site. Et donc, est-ce qu'on parle du même hors site maintenant ou pas? Merci, bonjour à tous et merci pour l'invitation du Journal du Grand Paris. Oui, effectivement, le hors-site chez GA Smart Building, c'est vraiment notre ADN. L'entreprise est ancienne, vous l'avez un petit peu évoqué, puisque elle a été créée en 1875, donc on fêtera nos 150 ans l'année prochaine. Donc on en est effectivement très fiers. Et alors GA, on interroge souvent, c'est le nom des initiales des fondateurs de famille Guiraudier et Aufèvre, qui était au départ plutôt une entreprise de BTP, dont le siège est à Toulouse, et qui, à partir des années 60, donc effectivement c'est assez précurseur, a commencé à être pas seulement un acteur de l'immobilier, mais devenir un promoteur, un constructeur et surtout un industriel, puisque nous avons commencé à développer dès 1960 nos premières usines de ce qu'on appelait préfabrication béton. Je pense que ça, c'est un des termes qu'il faut absolument effacer. Le terme préfabrication, c'est c'est une très mauvaise connotation. Aujourd'hui, on est plutôt sur de la conception et de la réalisation d'éléments de structure vraiment qualitatifs. Donc l'entreprise a commencé à avoir ses propres usines de construction d'éléments de structure des bâtiments, donc poteaux, poutres, dalles en béton, et puis aujourd'hui évidemment en béton bas carbone. On parle plusieurs types de béton, le CEM1, CEM2, CEM3. Nous on est effectivement plutôt sur le CEM3 pour décarboner l'immobilier. Et puis au fur et à mesure des années, on a continué à aller dans cette trajectoire, puisque nous avons fait l'acquisition en 2018 d'Ossabois auprès de Bouygues. Ça fait maintenant 6 ans, qui nous permet de travailler également sur un mix matériaux, sur du 1D, 2D, de l'ossature bois, des blocs modulaires, que ce soit des blocs sanitaires dans le cadre de livraison d'immeubles, mais aussi de chambres pour résidences étudiantes ou de pièces à vivre, puisque on a beaucoup travaillé sur l'immobilier d'entreprise et on travaille désormais en plus sur le logement, avec l'objectif de lancer les premiers logements hors site bas carbone, plus d'autres usines, donc 3 usines béton, 3 usines bois, une usine de modules de traitement d'air. On l'a évoqué tout à l'heure avec l'ADEME, la question du traitement de l'air dans les logements est très importante. On va le développer, on l'a déjà développé dans les immeubles de bureaux. Et une usine de façade, métallerie, serrurerie. Donc en fait, tout l'outil industriel pour pouvoir fabriquer en usine, donc hors du site, et ainsi produire des bâtiments avec un certain nombre d'atouts qui commencent à être de plus en plus reconnus. Le premier, c'est effectivement le délai de livraison. Avec le hors-site, on parvient à atteindre moins 30, voire moins 50%, et sur du full modulaire Ossabois, du moins 60%. Par rapport à de la construction traditionnelle, c'est réduire fortement l'impact du chantier lui-même en termes de nuisances, nuisances aux riverains. Il n'y a pas de bruit, on ne coule pas de béton sur place en dehors des fondations évidemment, mais les pièces sont déjà usinées, qualité usine arrivée sur pièce, donc il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de poussière, il y a beaucoup moins d'allées-venues de camionnettes, de corps d'état séparés. Donc c'est un vrai atout pour les riverains et c'est de plus en plus demandé par les élus. C'est une consommation divisée par 2 en termes de matière. C'est aussi, ça c'est un point important, d'avoir des salariés qui travaillent dans des conditions de sécurité et de confort optimales. Ce sont nos salariés qui sont formés. On connaît tous les difficultés de recrutement sur les chantiers qui participent aussi au retard de livraison. Donc on coche beaucoup de cases en termes de maîtrise des coûts, maîtrise des délais, et on est vraiment persuadé qu'on est dans une période certes compliquée, mais qui est propice à un virage de l'immobilier qui sera
Moi, je ne crois pas au retour d'un monde d'avant. Je crois qu'on est plusieurs à partager ce constat. Et il faut pouvoir imaginer les solutions de demain. Et je crois qu'autour de cette table, on est plusieurs à apporter des briques justement à ces solutions. Oui, parce que vous êtes, en fait, vous avez tous collaboré à un moment ou à un autre, et vous faites tous partie aussi d'une association. Céline Beaujolin, donc future déléguée générale de l'association filière Hors-Site. Est-ce que c'est possible de nous présenter cette association dont on a tous un peu dans cette salle entendu parler, présenter les missions, les membres, comment est-ce que vous avez travaillé tous ensemble justement pour la jeunesse de cette association qui va contribuer à la structuration de la filière, j'imagine. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors oui, je vais présenter rapidement l'association qui n'a pas 150 ans, qui a péniblement 15 jours. Hein. Mais voilà, alors donc, c'est né quand même d'un certain nombre d'acteurs et de 3 acteurs majeurs. Grand Paris Aménagement, la Société du Grand Paris, la Société des Grands Projets et I3F. Voilà, c'est né de ces 3 acteurs auxquels très rapidement le CNOA est venu s'ajouter, et puis d'autres qui étaient très impliqués là-dessus. Et ils ont eu la bonne idée pour démarrer de se dire il faut qu'on lance la dynamique par la commande publique. Donc, octobre dernier, ils ont embarqué un certain nombre d'acteurs de la construction et notamment d'investisseurs publics pour s'engager. Et l'engagement était autour de 50% de production hors site à horizon 2031. Donc, c'était un engagement fort. Et puis, ce faisant, ils ont compris qu'il y avait sans doute une dynamique favorable pour la création d'une association qui a donc été créée le 6 mars dernier. Voilà, elle a déjà, ça change un peu tous les jours, mais elle a déjà 80 adhérents qui sont alors très variés. Et je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à représenter l'ensemble de la filière, parce qu'un des enjeux de ce travail, c'est de fédérer cette filière, qui n'est pas forcément très en articulation à tous les niveaux, et dont on comprend déjà que pour arriver à modifier les pratiques, il va falloir qu'on se parle, et qu'il va falloir qu'on échange et qu'on se mette d'accord sur d'autres manières de travailler ensemble. Donc il y a un enjeu de fédérer cette filière. Et puis si je remonte un tout petit peu, parce que les fondateurs ont une certaine ambition, au-delà, et puis je vais vous expliquer ce que fait l'association, mais surtout l'objectif, c'est de transformer la manière de produire en France demain. C'est ça l'enjeu. Et d'amener l'ensemble des acteurs vers ça. Alors le rôle de l'association là-dessus, c'est un facilitateur, donc mettre tout le monde autour de la table, et puis petit à petit essayer de lever les freins, parce qu'il y en a un certain nombre. Tout le monde, c'est architecte, constructeur, promoteur, industriel, aménageur, mais aussi tous les partenaires, parce que c'est un sujet sur lequel il existe déjà beaucoup de choses. Et l'association Filière Hors Site France, elle a pour objectif de compléter un dispositif qui est déjà là. Il y a Fibois, il y a Fibidron. Enfin voilà, l'objectif n'est pas de faire à la place d'eux, mais il est peut-être de compléter et d'arriver à travailler alors, sur des sujets notamment de conviction, c'est-à-dire en quoi, vous l'avez nommé déjà, un certain nombre d'éléments de mesure d'impact. Mais il faut objectiver, il faut aussi donner une couleur un peu scientifique à tout ça, peut-être faire un peu de recherche, pour que tout le monde soit convaincu de l'intérêt de ça et qu'on puisse l'objectiver. Voilà. Il y a cet exercice de démonstration. Moi, je crois beaucoup aussi au fait que la société civile va s'emparer de ce sujet et que c'est par tout un chacun qui va avoir envie demain de vivre dans un habitat qui soit environnementalement, mais aussi socialement acceptable, dans une ville où il y aura moins de nuisances, etc. Je pense qu'il y a un enjeu aussi à donner à voir à la société civile l'objectif et les enjeux de transformer la manière de produire en France demain. Voilà, donc c'est mettre en route les acteurs, les faire travailler ensemble, lever des freins. Il y a des freins réglementaires, il y a des freins assurantiels, il y a des freins techniques. Des freins, je pense que ça, il y en a à l'appel. Voilà, ça va être ça le travail de l'association. Et le périmètre de l'association, donc c'est le niveau national, européen? Mondial. Non, elle est pour l'instant nationale. Mais il y a beaucoup d'acteurs à l'étranger. Je pense qu'il y aura assez vite besoin d'articuler ça aussi. Parce que la France n'est pas forcément le meilleur élève dans ce sujet-là. Et je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup à apprendre des autres. Alors, on a parlé de la diversité des acteurs. Donc, Jasmart Building a parlé en fait de la partie construction. Mais côté architecte, Brice Piekacic, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on conçoit de la même manière? Déjà, est-ce que tous les architectes votent en faveur de la construction hors site? Comment cette solution est accueillie? Et puis est-ce qu'on conçoit de la même manière, surtout en fait, quand on construit en hors site, qu'avec des solutions plus classiques? Alors, merci Annabelle. Alors, question pas évidente, parce que alors, avant juste de répondre à ta question, je voulais juste rebondir sur ce que disait François Malburet tout à l'heure.
Il parlait d'injonctions contradictoires auxquelles on était confrontés aujourd'hui sur des questions d'objectifs environnementaux, du bois sur lesquels les organismes de sécurité commençaient à être réticents, des sujets économiques avec des projets qui sortaient plus, etc. On voit bien qu'on est en fin de cycle sur la manière de fabriquer la ville. Voilà. On a épuisé plein de choses. Ça fait à peu près 70 ans qu'on essaie un petit peu tout, même tous les montages de conceptualisation, de PPP, de MGP. On essaye tout et ensuite à chaque crise on réessaye un nouveau truc parce que la crise est toujours un moment où on se repose les questions. Là je crois qu'on a une opportunité à saisir qui est celle de trouver un moyen de changer complètement le système opérationnel de fabrication de la ville et ça touche plusieurs aspects. Le premier aspect, moi qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je ne sais pas si vous savez que l'espérance de vie d'un maçon en France c'est de 64 ans, c'est-à-dire à peu près 20 ans de moins que n'importe qui en France. Voilà. Ça, personne n'en parle. Alors, en fait, les entrepreneurs, ils en parlent parce qu'ils savent bien qu'ils n'arrivent plus à recruter de maçons. C'est normal qu'ils aient envie de vivre 64 ans. Je pense que pas beaucoup de personnes dans la salle. Et donc là, on dit, il y a quand même, si on intègre que la fabrication de la ville est un enjeu de demain, il faut qu'on trouve une solution à ce sujet. C'est que ce soit attirant, qu'il y ait aujourd'hui des gens qui veulent participer à cette aventure extraordinaire. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que comme le dit Pierre-René Lemain dans son rapport, comme Jérôme Etier et Leclerc l'ont dit aussi, ça fait quand même des années qu'on construit des logements de pire en pire, en fait, plus petits, des fenêtres de plus en plus petites. Alors ils répondent à des réglementations qui sont plus ambitieuses, etc. Mais à la fin, je ne sais pas si Anne-Catherine Ledeuf est encore là, mais elle pourrait parler du nombre de réserves qu'elle a levées quand elle est elle-même maître d'ouvrage en fin d'opération. C'est un truc complètement fou. C'est qu'en fait, on construit des passoires et on met 3 ans, 4 ans à faire en sorte que les bâtiments tiennent à peu près la route. Donc, il y a un truc qui ne marche pas. Voilà. Et comme ce qui s'est passé au début du XXe siècle, au moment où en fait, on avait toutes ces ruptures technologiques, politiques et sociales, le mouvement moderne est apparu avec tous ces errements, ces erreurs, etc. Aujourd'hui, moi, je suis assez persuadé qu'on en est à cette phase et qu'il faut tout explorer pour changer complètement la manière de faire la ville. Voilà, donc pour répondre à ta question, j'ai fait un long détour, mais c'est vrai que nous, architectes, en fait, on est extrêmement enthousiastes, parce que quand des aventures comme celle-ci se profilent devant nous avec des enjeux sociaux, on en a parlé, environnementaux, bien sûr, économiques, on est au cœur du dispositif, et on n'a qu'une envie, c'est d'y participer. Alors ensuite, on va avoir des confrères qui vont être un peu réticents, à juste titre, notamment quand on regarde un petit peu en arrière, on s'aperçoit qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites sur le sujet du hors-site, mais il faut faire attention à la terminologie. C'est qu'on a tendance un petit peu à tout mélanger. Il ne faut pas mélanger hors-site, industrialisation et sériel, enfin la construction en série. C'est 3 choses qui n'ont rien à voir. Le hors-site, ça veut dire simplement qu'il y a une partie de ce qu'on fait d'habitude sur un chantier, dans le froid, sous la pluie, qu'on va faire dans un atelier à côté. Qu'on va amener préfabriqué. C'est pas forcément un gros mot, le préfabriqué, parce qu'en fait, le hors-site, c'est quand même le préfabriqué, quand même. Il va falloir qu'on l'assume. Et l'industrie, c'est vraiment avoir des outils industriels qui produisent en série. Donc, il y a forcément une question qui préoccupe les architectes, qui est la question de l'homogénéisation. Et surtout, pour nous qui sommes quand même un petit peu corporatistes, il faut qu'on l'avoue, toujours peur de perdre notre métier. Voilà, du moment où on industrialise, on dit à quoi va servir l'architecte. Alors nous, on est toujours très très angoissés de ce sujet-là. Et le troisième sujet qui est le sériel, qui est comment on imagine des standards, qui est un sujet très intéressant pour réussir à faire mieux quand le diffus ne réussit pas à faire bien. Et c'est ce que dit d'ailleurs Pierre-René Lemain dans son rapport, c'est qu'à force de vouloir laisser une sorte de liberté créative partout, on a fini globalement par produire globalement des choses qui n'étaient pas très très bien. Et fabriquer des standards peut-être un peu plus élaborés est aussi un moyen en fait, d'arriver à un objectif de qualité. Voilà, c'était un petit peu long, je suis désolé, mais c'est deux, 3 sujets qui me tenaient à cœur. C'est très bien. Eva Madec, vous êtes là pour 2 casquettes. Alors la première, parce que vous faites partie du groupe 3F et que vous êtes chargée de mission en charge en fait, des projets de développement durable au sein du groupe. Et puis également parce que vous menez un doctorat actuellement sur le sujet de la construction hors site. Alors quels sont vos constats et vos espoirs pour l'instant? Pour venir un peu déjà sur cette double casquette et le travail que 3F mène, en fait, parce que sans eux, je ne serais pas là et je ne ferais pas ce doctorat. Donc, c'est vraiment
une démarche, donc je partage tout ce qui a été dit avant, les freins, les risques, mais aussi les opportunités que leur site peut proposer. Et donc 3F s'est engagé dans cette filière-là dans les années vers 2021 à peu près, dans ce but de décarboner la construction, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là tous aujourd'hui, et à identifier cette solution comme une des pistes possibles. Et depuis 2021, elle a mis en place différentes démarches organisées selon 3 axes notamment, qui sont donc un axe très opérationnel où on met en place des opérations dites emblématiques. Donc avec en 2021 3 opérations qui ont été ciblées où on s'est questionné sur des questions de montage, parce que ce qu'on disait c'est voilà la collaboration entre acteurs, comment ça peut être remis en question. Et puis après en 2022 on en a identifié 4 autres et en 2023 on en a identifié 6 opérations. Donc on voit justement cette envie et cette ambition de monter en puissance sur le sujet, toujours dans ce but de décarboner, d'améliorer la qualité et tout ce qui a pu être dit avant. Et donc c'est pour ça qu'on a, avec la création de l'association, ces choses-là, signé cette charte hors site qu'on a mis en place avec une dizaine de maîtrises d'ouvrages publics, donc avec un objectif de 2050 à horizon 2031, et la date de 2031 a été mise en place en écho à la réglementation environnementale, parce que justement, certains disaient 2030 pour que ce soit plus clair, mais en fait, voilà, nous, c'était vraiment cette idée d'ancrer ça dans une démarche environnementale, donc ce qui a été important. Et donc, le deuxième axe aussi que Immobilier 3F développe, c'est donc un axe de rayonnement, de sensibilisation, donc avec les travaux, au travers de la charte que je viens de mentionner, l'association dont on est membre fondateur. Et donc, cette idée de faire un collectif, de rassembler les gens, et donc on a aussi le partenariat avec la Maison de l'Architecture Île-de-France qui a permis de mettre en place déjà en 2021 des tables rondes sur le sujet, et à l'automne dernier une exposition donc hors site mais pas hors sol, dans laquelle j'ai eu la chance d'être co-commissaire avec Francesco Marinelli Itz, et qui avait pour but de retracer un peu une rétrospective de la construction hors site, parce qu'on dit que c'est un nouveau terme, etc., mais justement de bien rappeler ce qu'était la préfabrication des années 70, pas que, mais toutes les expérimentations qu'il y a eu dans le passé, et qu'est-ce qu'on peut en apprendre aujourd'hui de tout ce qui s'est passé, et ne pas juste oublier, faire table rase de tous ces savoir-faire, et aussi à la fois de montrer les opportunités, les possibilités de la construction hors site. On parlait notamment des métiers et de la dureté des métiers du bâtiment, et comment voilà, ça peut re-questionner aussi les ergonomies des postes de travail, et toutes ces choses-là. Donc voilà, ça a retracé aussi beaucoup de sujets. Et enfin, donc, le dernier axe, c'est l'axe qu'on a appelé un peu académique et dans lequel je m'inscris plus fortement. Donc, Immobilier 3F a signé un partenariat avec l'École d'architecture de Versailles et le laboratoire sur une durée de 3 ans, pour justement essayer de convoquer encore un autre secteur, donc le domaine des chercheurs. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai intégré Immobilier 3F dans le but de faire une thèse cifre sur la construction hors site et ses impacts environnementaux. Donc on est vraiment sur le sujet un peu du jour. Et en octobre dernier encore, dans cette synergie d'événements sur le hors site, il y a eu un colloque sur 2 jours où ça a rassemblé des chercheurs français, mais aussi suisses et allemands, sur des questions du hors-site et la question justement de la place du réemploi ou encore des retours d'expérience de professionnels, donc qui a été vraiment très enrichissant. Et donc, au travers de toutes ces démarches, ce que j'aime chez Immobilier 3F, justement, c'est se dire qu'aujourd'hui, leur site, c'est qu'au début, il y a une diversité de solutions, de questions, et c'est ça qu'il faut continuer à creuser, et tous ensemble, de manière très collaborative. Et vous confirmez donc les questionnements, c'est partout en Europe, c'est pas une spécificité française? Pas du tout, je dirais qu'on pourrait même être un peu à la traîne. Le Japon a été très précurseur et quand même un pays qui a ça dans son âme. Les Anglais poussent aussi énormément, mais de manière très industrielle. Donc voilà, un peu, nous on a l'histoire de la préfabrication en France, l'histoire de la préfabrication lourde. Donc on a un passé fort sur la préfabrication, mais aujourd'hui on n'est pas les premiers, c'est sûr. Qu'est-ce que vous pensez justement là du rythme de développement du hors-site? Parce que c'est une question comme ça, qui revient beaucoup plus qu'il y a 3 ans, par exemple. De nombreuses conférences, événements, expositions sont organisées sur ce type de construction. Qu'est-ce que vous en pensez, Eva, de ce rythme et selon vous, qu'est-ce qui pourrait peut-être faire passer cette solution de construction à plus grande échelle? Alors sur la question du rythme, je pense qu'on est qu'aux prémices de ce que peut donner la construction hors site. Il y a encore beaucoup de questions et le marché n'est pas encore tout à fait prêt, et c'est pour ça que justement il y a eu cette ambition de démontrer les 50% à horizon 2031 pour donner une visibilité aux producteurs, aux industriels, parce que c'est quelque chose qui nous a souvent été demandé. Mais aujourd'hui, voilà, ce qu'on disait, c'est qu'il y a encore beaucoup de freins à lever.
Et ça, on a notamment des freins réglementaires, des freins de coût aussi, c'est une réalité économique. La construction hors site aujourd'hui, elle coûte plus cher, mais à nuancer, parce qu'en fait, quand on parle de construction hors site, on parle aussi souvent de matériaux géo-biosourcés qui sont de nature aussi plus chers. Donc, on a une meilleure qualité. On a aussi des ambitions environnementales sur les projets qui sont plus loin, c'est-à-dire qu'on va viser les seuils 2028, 2031. Donc finalement, est-ce que l'équilibre coût, si on vise dans le long terme, est-ce que voilà, c'est vraiment plus cher? Est-ce que pourquoi pas ce plus cher-là? Mais après, donc il y a aussi une culture. Donc c'est pour ça l'axe de rayonnement chez Immobilière 3F, c'est on peut voir, il peut encore y avoir des réticences, que ce soit chez les architectes, de peur de perdre cette créativité, d'avoir une architecture standardisée, d'avoir une massification, une uniformisation de l'architecture, mais aussi pour les industriels, les fabricants, voire des pays comme la Chine qui essaient de s'implanter en France. Donc c'est aussi un risque. Et c'est quelque chose qu'on a identifié au travers de l'association et les référentiels, où on essaie de faire quelque chose de local. Et dernier petit point... Ça passerait peut-être par une réglementation, parce que je sais que... Après, je laisserai Brice rebondir, parce que je sais qu'il m'en avait parlé pendant la préparation de ce risque de confondre hors site et hors site. Oui, alors juste deux petits points je me permets... Après, voilà, en tant que maîtrise d'ouvrage, le dernier point, je pense qu'il nous faut, nous, en tant que maîtrise d'ouvrage, qui est en fort point d'étude et qu'on pousse, c'est la notion de la commande. Et justement, cette collaboration d'acteurs, on parlait de conception-réalisation tout à l'heure, et Immobilière 3F a mis en place des montages où on va faire des consultations d'entreprise en phase AVP, donc beaucoup plus en amont. On a même mis en place ce qu'ils appellent la loi MOP inversée, donc on est venu contractualiser avec un industriel et une entreprise générale, puis faire un concours d'architecture, donc voilà, pour essayer de trouver de nouveaux moyens de faire. Et après, juste sur le point de la notion de grande échelle, je pense aussi, et qui va sûrement rebondir avec ce que vous allez dire après, c'est que justement, je ne suis pas sûre que ce soit la notion de grande échelle, mais plutôt de la bonne échelle. Et justement, comment les solutions, elles sont adaptables, et comment, en fait, leur site peut aussi favoriser un écosystème local de savoir-faire, mais aussi de ressources, qu'elles soient géo-biosourcées, etc. Donc, voilà. Oui, puisqu'on parlait de d'où vient effectivement le hors-site. Cette question-là avait été abordée pendant notre temps de préparation. Ouais, non, je voulais juste rebondir sur Eva, ce que tu disais sur... En fait, il faut vraiment évacuer du débat le fait que le hors-site en fait, pousse à une standardisation. Ça n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. C'est qu'en fait, le hors-site, c'est une manière de construire un bâtiment. Ça n'a rien à voir avec l'image que le bâtiment aura derrière. C'est qu'en fait, on peut faire du hors-site avec un bâtiment qui n'est même pas répétitif en trame. Voilà, donc voilà, on est un grand défenseur de ces sujets-là. Je pense qu'à un moment, il faut éviter les amalgames. On a tous en tête la construction de nos cités périphériques en France, etc., qui ont été un chef-d'œuvre d'ingénierie. Hein. En fait, si on n'avait pas eu ça, en fait, on serait peut-être en crise sociale depuis déjà 40 ou 50 ans. Donc je voulais simplement réagir à ce que tu disais, c'est que ça, il va falloir le répéter. Je pense que l'association, nous, c'est la raison pour laquelle on a adhéré très vite à l'association hors site, c'est vraiment pour mettre des mots justes sur ces sujets dont on parle. Le deuxième sujet, c'est la manière dont on tire enseignement du passé. Il y a des erreurs qui ont été faites, en fait, pas énormément. Tu connais ça sans doute mieux que moi parce que tu as travaillé pendant de très longs mois, mais il y a énormément d'inventivité, il y a des chefs-d'œuvre qui ont été faits. On a eu la chance à l'agence de gagner la transformation des 3 campus universitaires de Louis Arech à Rennes, qui sont des monuments de la modernité tardive. Ça a été construit en 70 pour répondre tout simplement au baby-boom. Il fallait envoyer à l'université ce pic démographique. Donc il fallait construire de toute urgence des bâtiments universitaires, avec une urgence sociale et intellectuelle en France. On n'était pas très très loin de nos problématiques de la rénovation énergétique, hein, parce que quand on regarde les délais avec les objectifs qu'on se fixait, on était à peu près dans les mêmes échéances de temps, avec les mêmes enjeux de construction. C'est très très proche en quantité, en masse et en durée. Et là, il y a des architectes comme Louis Arech, en fait, qui ont inventé des modèles qui fabriquent une poésie dans l'espace, qui racontent même une histoire à l'intérieur de ces bâtiments, qui, avec la vibration de ces matériaux préfabriqués, fabriquent une poésie et une beauté absolument inouïes. Donc ça fabrique quand même des choses bien. Et en fait, c'est là que le hors-site devient assez intéressant, c'est qu'on a un patrimoine très, très important de ce type-là en France. Et je pense que le hors-site, pour le coup, est parfaitement adapté
à la réponse à cette architecture hors site qu'il faut transformer aujourd'hui. Donc là, tout d'un coup, il y a une sorte de conjonction de planètes à 50 ans de distance, où nos méthodes de hors site vont être en mesure de rénover ce patrimoine qui a été conçu hors site il y a 50 ans. Je trouve ça assez intéressant intellectuellement. C'est pas que des sujets techniques, c'est aussi des questions de poésie finalement quand on aborde ces questions de ville. Et Céline ? Oui, Eva l'a dit, mais il y a un enjeu territorial. Alors là, on est en Île-de-France. Je pense qu'il y a d'ailleurs une étude qui a été menée récemment et qui dit qu'on pourrait parfaitement doubler la capacité de production du hors-site en Île-de-France avec les équipements actuels. Parce qu'il y a une question du maillage territorial et du maillage des acteurs sur le territoire, pour le dire mieux. Parce qu'effectivement, l'industriel, il a besoin d'avoir des matériaux qui sont d'ailleurs pas forcément les mêmes partout en France. On peut parler de chanvre à Nantes, on va plutôt parler de bois en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a cette question de l'apport de matériaux. Il y a aussi la question effectivement d'une linéarité de la commande. Donc ça, c'est comment est-ce que la commande publique arrive à linéariser ça ? Parce que le maître d'ouvrage, il a besoin de s'assurer que l'industriel, il va être à moins de 300 km en capacité de produire. Voilà. Et donc, il y a un sujet territorial. Alors, il y a certains territoires en Île-de-France qui se lancent là-dessus, même avec des enjeux d'excellence, parce que si on n'arrive pas sur un même territoire à avoir l'ensemble des acteurs maillés, en fait, on n'arrivera pas à ce passage à l'échelle, et c'est ça qui est essentiel aussi. Voilà, je voulais juste rajouter ça par rapport à l'intervention d'Eva. Quand on parle maillage justement en Île-de-France, puisque là on est en train de parler de la trajectoire de décarbonation de l'Île-de-France, je me tourne vers vous, Monsieur Rosenberg. En fait, comment ça se passe en Île-de-France ? Quelle est la structuration ? Quels sont les acteurs en présence ? Est-ce qu'on est assez staffé, comme on dirait dans l'univers des startups, ou est-ce qu'on est obligé d'ouvrir un petit peu les chakras et d'aller voir un peu plus loin que l'Île-de-France ? Non, effectivement, on est un groupe national avec un déploiement sur toute la France et nos usines sont effectivement donc en France. Important de le rappeler, vous avez évoqué des pays étrangers qui pourraient investir le sujet en France alors qu'on a des atouts et on a toutes les cartes en main pour pouvoir développer le hors-site. Nous, nos usines sont déployées un peu partout en France, en Normandie, dans l'est de la France et du côté de Toulouse. Les usines bois sont près des forêts et c'est du bois français, dans le Massif central, donc entre Toulouse et Saint-Étienne, et à Colmar, près des Vosges. Donc oui, on arrive à avoir cette pertinence du hors-site qui est valide à partir du moment où on arrive à raccourcir le lieu de production du lieu de livraison. Si c'est pour produire, c'est pour ça qu'on ne travaille qu'en France. Si on devait produire un bâtiment ailleurs, en dehors des frontières, le hors-site n'aura plus de sens parce que dans le principe, il faudrait avoir une unité de fabrication à proximité du lieu de livraison. Je voulais aussi réagir, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la standardisation. Souvent, c'est un élément qu'on a pu opposer au hors-site en disant bah oui, mais alors si vous faites du hors-site, c'est très industrialisé, c'est très tramé, c'est très répétitif. Et effectivement, c'est faux. C'est le hors-site, faut le voir comme une boîte à outils dans lequel l'architecte va pouvoir mettre son écriture architecturale. Et aujourd'hui, vous avez des bâtiments qui sont fabriqués hors site, qui ne ressemblent pas à un autre bâtiment fabriqué hors site. J'ai pour habitude de dire la construction hors site, c'est comme la chirurgie esthétique. Si ça se voit, c'est que c'est raté. Voilà. Donc, on ne doit pas se rendre compte que c'est hors site parce que la qualité de fabrication, elle est là. Ça renvoie un petit peu à ce que je disais sur la préfabrication au début. C'est en termes de qualité. Aujourd'hui, c'est synonyme de qualité. Tout ce qui sort d'usine est qualité usine. Donc, ça permet de raccourcir les délais. Et par rapport aux délais, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur les coûts. Effectivement, il y a toujours la question des coûts sur le hors site. Nous, globalement, on arrive en moyenne à peu près à être iso-coût. On ne sera pas moins cher, c'est sûr. Mais je pense que le coût, il faut le voir de façon globale. À partir du moment où vous réduisez par 2 les temps de livraison, donc ça veut dire que vous rentrez plus vite dans vos murs, vous remboursez plus vite et vous avez un gain en termes de remboursement et notamment pour le logement en termes de frais sur les frais intercalaires qui vous permettent d'avoir une économie substantielle au global, sans parler des économies en termes de performance énergétique des bâtiments que l'on livre, puisqu'on est très attentif absolument au tout début de la... Pardon ? En phase chantier, en phase exploitation, et en phase chantier, effectivement, je prendrai un exemple. On a livré pour le groupe Chèque Déjeuner un bâtiment à Gennevilliers. Tous les éléments de structure ont été fabriqués dans notre usine de Rouen, enfin à Cricbeuf-sur-Seine, juste à côté, ont été acheminés par voie d'eau sur l'axe Seine,
sur Berge, jusqu'au port de Gennevilliers et transborder à quelques rues de là. Donc, dans la phase chantier, on peut aussi essayer de trouver des éléments pour décarboner l'approche immobilière. Je voulais dire autre chose que j'ai oublié. Pour rebondir, tu parlais du coût. Je pense que 3F a les chiffres, en fait, ce que coûte à un bailleur social la mauvaise construction, la mal-construction, etc. C'est mais absolument gigantesque. C'est des milliards, en fait, qui sont balancés par la fenêtre par an en France sur la réparation de ce qui est livré. C'est un truc fou. Hein. En fait, ce coût-là, c'est un coût caché. Il suffit d'élargir un tout petit peu le scope d'analyse financier et la construction hors site, ça marche très bien. Hein. Il faut sortir du simple coût de construction. Voilà, il faut notamment parler des dommages ouvrages. Enfin, je pense qu'il y a vraiment à objectiver le coût de la non-qualité aujourd'hui qui est énorme. Voilà, par rapport à une situation qui... Voilà. Et puis, si on ne parle pas de standardisation, mais on parle de numérisation quand même. Voilà. Et je pense qu'à l'heure de l'IA et de ChatGPT qui va pouvoir nous sortir ce que vous voulez demain en termes de projets de hors-site, on est demain face à une vraie facilitation de cette période numérique où tout se fait avec la maquette et qu'on peut du coup dupliquer ou transformer un peu comme on veut. Voilà, c'est ça aussi la période qui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, devrait accélérer vraiment grandement notre capacité à avoir un bâtiment qui n'est pas standardisé complètement. Et puis il y a un autre sujet très important, c'est la rénovation énergétique, parce que je pense qu'un des leviers du hors-site, c'est sa capacité à répondre aux enjeux qui sont des enjeux hyper actuels, de comment est-ce qu'on rénove nos bâtiments. Voilà, c'est très bien fait à l'étranger, là aussi. Il faut qu'on comprenne comment, nous, en mode français, arriver à faire la même chose. Mais il y a énormément d'attentes. Et si ça peut y répondre, ce sera une manière d'accélérer très, très grandement le hors-site en France. Et donc, on parle du hors-site en France, justement. Et comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que le hors-site, dont les projets, parce qu'en fait, on peut aussi appeler au développement de projets hors-site. Mais finalement, en fait, si le hors-site vient de Pologne, son empreinte carbone est un peu réduite, je pense. Donc je veux dire de loin. Donc, comment est-ce qu'on fait, justement, est-ce que l'association a pensé dans cet objectif de structuration de la filière, à protéger justement cet objectif de réduction carbone? Alors, je me permets de répondre puisque j'étais là lorsqu'on a justement mis en place le référentiel hors site, donc qui est mis en place selon 3 critères. Donc déjà, l'idée, c'était quand même de faire un langage commun. Qu'est-ce que la construction hors site, du 1D, du 2D, du 3D, etc. Pour les maîtrises d'ouvrage. Nous, qu'est-ce qu'on entendait par hors site pour pouvoir le prescrire dans nos programmes dans les années à venir. Et donc, on a mis en place 3 critères. Donc, le pourcentage hors site, qui est donc le coût superstructure dédié à la construction hors site selon le langage qu'on a mis en place. Ce que je disais, les seuils réglementaires de la RE 2020, mais surtout, en fait, une distance. Et donc, on a 3 échelles de distance. J'ai plus forcément les kilométrages, mais voilà, on a justement essayé de périmétrer la provenance du hors-site. 300, 450 et 600, voilà. Voilà, et donc ça, c'est vraiment ces critères-là qui vont, en tout cas en tant que maîtrise d'ouvrage, dire que ces opérations-là sont hors-site. Ces 3 critères, donc la distance incluse. Après, peut-être pour compléter, je pense qu'on a effectivement tous une petite inquiétude. Enfin, l'enjeu, c'est aussi de réindustrialiser la France au passage. Hein. Et si on réussit pas ça, et si on fait venir de Chine, effectivement, tous les 1D, 2D, 3D, on aura perdu la bataille quand même. Hein. Voilà. Donc, et puis, on part quand même, enfin, on n'est pas complètement naïf sur le sujet. La route de la soie, le fait que la Chine ait acheté un certain nombre de ports sans faire de paranoïa, mais il y a un sujet de comment est-ce qu'effectivement c'est une réponse française à un sujet français. Je pense qu'il faut être assez détendu avec ces sujets-là, tant qu'on réussit à bien objectiver. Moi, je rebondis sur ce que tu disais, c'est que ce serait peut-être bien de mettre un petit peu de science aussi dans tout ce dispositif pour apprendre à compter la question du carbone. Et pas que la question du carbone, de parler d'eutrophisation des rivières, de parler de pluie acide, de parler de l'eau, de parler de tout ça, et de les compter précisément pour pouvoir avoir des données objectives sur le hors-site. Le hors-site n'est pas si magique que ça. Faut pas penser que le hors-site va... des chiffres sur l'université d'Édimbourg qui dit que hors-site signifie 40% de réduction de CO2. En fait, ça dépend quel hors-site, avec quel matériau, où, à quelle distance, ça dépend de tellement de choses. Et en fait, il va falloir mettre en place des dispositifs de mesure qui permettent concrètement de comprendre vraiment ce que ça coûte. Est-ce que ça coûte en première phase, les phases d'exploitation, savoir ce que ça rapporte, quel est le chiffre carbone. Et moi, je ne sais pas, peut-être qu'il vaut mieux construire en hors-site en Pologne avec
avec du bois sans chute, de qualité, plutôt que construire en hors-site en France avec des matériaux élémentaires importés. D'ailleurs, personne ne sait en fait sur ces trucs-là. Donc il faut éviter les idées toutes faites sur la question, et qu'il y ait un travail d'objectivation. Il faut absolument, et c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire que tu fasses ta cifre chez I3F sur le sujet, il faut prendre des doctorants sur le sujet pour avancer, faire avancer la question. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, parce que on est en train de chercher un chiffre, nous, à l'agence, sur ce sujet. Je veux dire, c'est de vraies galères, quoi. Alors, justement, nous, on est en train de travailler juste sur un référentiel avec une double slide, construction traditionnelle, construction hors site. Les gains est chiffré, parce que maintenant qu'il faut passer à un deuxième stade sur la construction hors site, maintenant que tout le monde est globalement convaincu, il faut pouvoir l'argumenter derrière, et donc nous on a des chiffres effectivement à faire valoir. On parlait au tout début de la conférence du poids carbone moyen d'un bâtiment autour de 1350 kg de CO2 par mètre carré. Et effectivement, c'est les chiffres aussi qu'on a chez nous. Aujourd'hui, chez GEA, on arrive à peu près à 1 tonne, et notre objectif c'est de descendre à 700 kg. Mais on travaille sur ce référentiel, et bien évidemment, il sera mis au pot commun et travailler ensemble avec l'association Hors Site France. Alors nous, on est assez heureux au sein de l'association d'avoir déjà l'école des ponts. C'est important, je pense, parce que là, et d'avoir donc les architectes. On a, je pense, 2 éléments importants là, parce qu'il y a un enjeu de formation et de savoir se servir des outils numériques, mais aussi de savoir compter effectivement et de pouvoir justifier. Il y a tout ça qui est derrière. Voilà, donc l'association va aussi travailler de concert avec l'école des ponts, avec les architectes, pour que soient formés l'ensemble des corps de métier demain. On a toutes les cartes en main, donc. Juste pour rebondir, on est tous d'accord qu'aujourd'hui on passe dans une phase de caractérisation, mais ce matin il a été dit justement que pour le carbone il y avait des questions d'anticipation très en amont, de nouveaux savoir-faire, etc. Et je pense que c'est là où justement le hors-site a aussi sa force, c'est parce que ça questionne vraiment sur tout le process de construction et comment on vient faire anticiper de nombreuses choses pour que ça puisse coller avec les industriels, pour que les coûts puissent suivre. Et en fait, ce qui permettra aussi d'anticiper les impacts carbone et environnementaux plus larges. Donc c'est un peu cette nouvelle intelligence collective qu'on vient remettre au cœur de cette idée-là, et qui rejoint complètement les propos de Hélène Génin ce matin sur les anticipations carbone. Alors pour la petite question de la fin, aujourd'hui on a combien en pourcentage en fait des projets qui se développent que représente la construction hors site, et quel est l'objectif de l'association? Est-ce qu'il y a un objectif comme ça en fait de se dire nous on veut qu'il y ait plus 20%, je dis n'importe quoi, je précise, de construction hors site dans 5 ans? Je crois qu'on est un peu en dessous de 10% aujourd'hui. Alors après, faut qu'on se mette d'accord sur le référentiel, parce qu'effectivement, sur la manière dont on compte, on peut faire dire un peu n'importe quoi aux chiffres, mais allez, admettons qu'on soit un peu en dessous de 10% aujourd'hui. Je pense que l'objectif, il y a un objectif, si on peut doubler à 5 ans, c'est déjà, je pense, une très bonne chose, et être sur une courbe de croissance, parce que ça va se faire, il faut arriver, encore une fois, à aller partout, à mailler tous les territoires, à trouver les bonnes astuces, mais voilà, faut doubler en 5 ans, ce serait une bonne chose. Que ce soit pas un effet de mode. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vais effectivement rajouter que aujourd'hui, pour augmenter la part de hors-site, il y a des initiatives qui sont prises, et notamment par des aménageurs publics. Je pense à Grand Paris Aménagement, qui a fait des annonces très fortes au cours du dernier CIMI sur 2031. Alors eux, c'est 80% de construction hors-site qu'ils annoncent sur leur future zone. En dehors de l'Île-de-France, on a un programme, nous, à Toulouse, sur le quartier de la Cartoucherie, qui est le premier quartier entièrement hors site. Donc on voit qu'il y a cette volonté qui avance, et on le voit également dans les consultations. Moi, j'ai observé une consultation d'un EPR en Île-de-France, et on voit de plus en plus revenir un examen attentif sur les matériaux employés et sur le mode constructif déployé. Donc on voit bien que tout ça pousse vers le hors-site, et qu'il y a un mouvement commun, et qu'effectivement c'est une multiplicité d'acteurs qui permettront d'arriver à une meilleure performance, un meilleur score de hors-site par rapport au traditionnel dans les futures opérations d'aménagement. Tirer leur site vers le haut aussi, puisque si on part avec les mêmes règles en construction hors site dès le départ, pour se différencier, il faut un petit peu réfléchir à comment fournir le meilleur hors site sur chaque projet, j'imagine. Est-ce que, Brice, le hors site s'applique à tout type de projet? Parce qu'on a beaucoup parlé de logement, des rénovations énergétiques, mais en fait, on a parlé de réindustrialisation de la France, par exemple. Est-ce que les sites productifs peuvent
faire appel à du hors-site? Est-ce qu'il y a une destination spécifique? Bien évidemment. D'ailleurs, GA est bien passé pour le savoir, parce qu'en fait, ils font du hors-site sur du bâtiment industriel depuis très très longtemps. C'est même été, je pense, le démarrage de votre activité, même. Ces dernières années, un peu moins, mais oui, excusez-moi. Beaucoup de bureaux, un peu moins, même si là, on est en train de déployer pour Stellantis un campus, un green campus de 40 000 m². Alors là, c'est full techno-GA avec les façades ossature bois au Savoie, les blocs sanitaires au Savoie, de la dalle active, c'est-à-dire réchauffement et rafraîchissement par la dalle, par fluide, du vitrage avec store intégré, enfin toutes les technologies. Mais effectivement, il y a un redéploiement à 360. Il y a beaucoup plus d'hybridation. Ce que j'évoquais tout à l'heure, et notamment, je vois qu'on a pitch dans la salle, on a un projet en commun sur Courbevoie, où on intègre, et on a eu un financement de l'ADEME pour ça, qui a lancé un AMI construction-rénovation hors site. Donc ça aussi, c'est un acte fort de la puissance publique, des financements pour pouvoir intégrer les modules de traitement d'air qu'on met dans les bâtiments classiques de bureaux sur la problématique du logement. Mais pour répondre à ta question, Annabelle, bien évidemment non, c'est pas du tout dédié au logement. Nous, notre expérience à l'agence, on a commencé par le logement très particulier pour le ministère de la Défense qui avait besoin de logements pour ses cadres qui étaient déplacés. Et là, on est passé sur du hors-site, sur deux sujets. Or, les salles de bain. Pourquoi les salles de bain? Tout simplement parce que le ministère de la Défense, c'est un constructeur exploitant et qu'ils en avaient marre, en fait, des fuites. C'est vraiment la première raison. Et c'est d'efficacité, et ça nous a convaincus. On a déployé sur la façade de ces projets-là, en faisant du hors-site 2D. Et le deuxième très gros projet qui occupe l'agence sur la question du hors-site, c'est l'Université de Rennes, où on a un marché cadre pour rénover 17 premiers bâtiments de l'Université de Rennes, possiblement 150 derrière, où on vient rajouter une architecture qui soit dans le même état d'esprit que celle que Aretsch nous avait laissée, pour y mettre une vraie beauté, une vraie richesse de texture, une vraie poésie, et des performances énergétiques qui nous permettent de diviser par 4 accessoirement les consommations de ces bâtiments. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, c'est très clair. Ouais. Alors ça, c'est un domaine du hors-site très particulier, qui est vraiment le hors-site 3D. En fait, c'est presque plus de l'architecture modulaire que de l'architecture hors-site. En fait, effectivement, tu vas venir fabriquer tes petites cellules que tu vas entasser. Et, voilà. Et mon confrère a pas tort. Ça, à la fin, utilise beaucoup de matière, et sans doute beaucoup plus de matière en hors-site qu'en construction traditionnelle. En fait. C'est aussi des matières qui permettent l'isolation. En termes phoniques, en termes d'hygrométrie, en termes de maîtrise de température. Quand j'évoquais la façade ossature bois, c'est des choses qui sont demandées, et qui sont aussi demandées. Alors moi qui travaille plutôt en immobilier d'entreprise, également par un industriel qui m'a demandé de l'ossature bois pour des questions de performance énergétique. Donc effectivement, c'est un parti pris qui aujourd'hui fait sens de consommation de matière, mais avec un but précis. Mais Jacques, pour répondre à ta question, moi je ne suis pas devin, mais je ne crois pas énormément à la généralisation de l'architecture modulaire en France. C'est effectivement assez contraignant, ça pose plein de questions. On voit même qu'intellectuellement, il faut savoir faire tenir en fait, le bâtiment à la petite échelle, à l'échelle du module, et le faire tenir à l'échelle du bâtiment quand il est superposé. Donc on se rajoute une contrainte qui est très très importante. Voilà, peut-être que ça marchera, etc. Mais par contre, tout ce qui est le hors-site 2D ou 1D, il y a des choses complètement incroyables qu'on est capable de faire aujourd'hui, y compris faire de la surélévation d'immeubles dans des zones complètement inaccessibles. Il y a une petite opération qui a été faite dans le 20e. Alors, je crois que c'est pas I3F, je suis désolé. Voilà. Voilà. Oui, c'est une surfamille, mais c'est c'est une manière de travailler le hors-site, effectivement, et qui s'adapte à certains projets assez contraints ou dans des ça répond pas à tout. Ça peut, ou alors sur des programmes type structure d'hébergement, sur lesquels il y a un cahier des charges assez précis et ça peut répondre. Mais effectivement, faut pas du tout le voir comme la seule manière de faire, au contraire.
C'est pas la seule manière de faire, mais c'est aussi une manière de pousser la filière assez loin en termes techniques. Je parlais de pitch tout à l'heure. On a remporté un concours à Courbevoie sur Ségofin avec une tour de 49 mètres, en modulaire, avec un noyau béton évidemment, mais avec toutes les innovations que j'ai évoquées sur les systèmes d'accroche qu'on a eu en financement par l'ADEME et aussi les modules de traitement d'air, et pouvoir construire en grande hauteur en modulaire bois en 3e et 4e famille. Donc on pousse les curseurs, enfin on a été très loin dans la conception, et on pense que c'est aussi en allant plus loin que les frontières actuelles qu'on arrivera à convaincre sur leur site. Autre question. Alors assurantiel, enfin, je ne sais pas si vous en avez plus, mais c'est notamment, comme on l'a dit, on inverse la commande, enfin, la manière de travailler. Ça veut dire que la responsabilité n'est plus au même endroit. Enfin, c'est ça que ça dit. Et pour obtenir une dommage ouvrage, quand en fait l'architecte il intervient à la fin, voilà, c'est ça qu'il faut retravailler. C'est pas très compliqué à la fin. Il faut qu'on s'écrive, enfin pas très compliqué. Il faut quand même qu'on s'écrive des documents types. Il faut qu'on travaille avec les assureurs. Enfin, c'est ça. C'est des choses qui n'ont pas été faites. Voilà. Et puis il y a aussi tous les ATEX, enfin, toutes les réglementations techniques sur lesquelles il faut que ça devienne des choses qui soient assez communément partagées. Voilà. C'est ça en fait. On est sur un peu des logiques de pionniers qu'il faut rendre vulgariser et rendre acceptable par tout le monde. Alors sur ce sujet-là, on aurait effectivement besoin des instances nationales, gouvernementale, parce que je pense qu'il faudra légiférer, notamment au niveau du code des assurances. Aujourd'hui, on est dans une zone grise, c'est quand on fait du hors-site, on achète un produit qu'on vient mettre sur un bâtiment. En fait, normalement, ce produit doit suivre la législation des produits, c'est-à-dire suivre les estampilles, les CE, les choses. Enfin, il y a plein d'estampilles qui ne sont pas les DTU, enfin, ce qu'on appelait les DTU, qui sont les normes de construction qu'on utilise quand on construit sur le site. Donc là, on est dans une sorte de flou entre les deux, et les assureurs ne sont pas tous... comment le dire gentiment, assez agile, on va dire, pour comprendre cette situation. Je sais que nos assureurs, nous les architectes, la MAF en l'occurrence, qui est l'assureur mutualiste, est très en avance sur ces questions-là. Ils étaient très en avance sur le réemploi. Ils travaillent vraiment. Et bien, il faut que tout le milieu assurantiel s'empare de ces sujets-là pour être en mesure de couvrir. Ça ne devrait pas poser de problème sur le long terme, parce que la sinistralité sur leur site, elle est extrêmement basse. Donc les assureurs ont globalement intérêt à pousser. Simplement, il va falloir que là, dans les prochaines 4-5 années, en fait, on bouge toutes les lignes pour que. Et je pense qu'on aura besoin en fait d'un passage à l'Assemblée nationale à un moment. Autre question ? Oui, une autre question. La doctrine, c'était qu'il y a des systèmes... on en a beaucoup parlé. Tu sais, Brigitte, c'est que j'avais beaucoup travaillé, tu le sais bien, là, quand tu avais fait la loi LCAP avec le ministère de la Culture, qui en fait s'est pris un coup dans la tête avec la loi Elan derrière. Et tu sais, dans tous les systèmes où on vit des évolutions assez rapides, là, la construction bois, en fait, a connu quand même un boom en quelques années. En fait, on a un phénomène de yo-yo. Donc là, il y a eu 2-3 sinistres graves. Les pompiers, et les choses vont se réassouplir pour repartir. Mais c'est simplement qu'il y a un truc aussi, c'est qu'on essaie de construire en bois comme on construit en béton. Dans tous les pays du Nord, en fait, on sprinkle, puis voilà. Il n'y a plus de problème. Donc il faut qu'on évolue, et c'est pas que les pompiers qui doivent évoluer. C'est un peu nous, quand on conçoit nos bâtiments. Et puis vous, les promoteurs, quand vous appelez un architecte, c'est peut-être pas grave d'avoir du sprinklage dans un bâtiment de logement en fait. Une dernière question dans la salle ? Waouh, l'association elle a 15 jours. Je vais, faut juste nous laisser un tout petit peu de temps. Mais oui, bien sûr. Je pense qu'on a. Vous avez compris qu'en fait, nous, c'est l'objectif. C'est l'objectif d'arriver à accompagner tous les acteurs. Donc tout ce qui est bon à prendre, on va aller le chercher. Et on a compris qu'à l'étranger, il y a déjà beaucoup de choses. Donc oui,
à l'évidence, même je pense qu'au niveau européen, il y aurait peut-être du lobbying à faire. Enfin voilà, il y a la taxinomie, enfin, il y a vraiment des choses à travailler au niveau européen qui est important. Et puis il y a des très belles expériences ailleurs qui doivent servir, même s'il faut les adapter à notre situation. Donc oui, il y aura un volet international à l'évidence. Alors moi, pour tout vous avouer, en fait, une des raisons pour lesquelles on a adhéré à l'association Orcit, c'est aussi pour ces développements internationaux. On a la chance de beaucoup travailler à l'étranger à l'agence. On est confronté à des problématiques urbaines qui ne sont pas du tout celles de la France. C'est en l'occurrence celles de l'Inde et celles de l'Afrique subsaharienne, dans lesquelles il y a besoin de construire dans chacun de ces zones-là à peu près 20 fois Paris tous les ans. Pour des questions de santé publique, en fait. Et donc là, on est... et ces pays sont prêts à mettre en place très très rapidement des outils industriels pour construire très très vite de quoi loger décemment tous les gens qui vivent notamment autour des grandes métropoles. Je parle de Lagos, je parle de Delhi, de Mumbai, de Bangalore, etc. Voilà. Et donc nous, ça nous intéresse beaucoup, en fait, en France, avec tout le substrat intellectuel d'expérience qui existe, en fait, de développer un savoir-faire qu'on va pouvoir ensuite partager avec les pays qui... honnêtement, on en a en fait beaucoup plus besoin que nous, pour être franc. Voilà. Merci à tous.